Introduction. La plupart des gens vivent aveuglément dans un monde d'apparence. Ils croient ce qu'on leur dit, tombent dans des pièges émotionnels et confondent de fausses intentions avec l'authenticité. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont constamment manipulés, influencés et, dans le pire des cas, utilisés. Mais savez-vous ce qui distingue ceux qui dominent la vie de ceux qui sont dominés? Leur capacité à lire et à comprendre les gens instantanément. Car même si quelqu'un peut mentir avec ses mots, son corps, son ton de voix et ses micro-expressions le trahissent. Peu importe la qualité de sa performance, il y aura toujours quelque chose qui révélera sa véritable nature. Et si vous êtes assez perspicace, vous apprendrez à voir ce que les autres ne voient pas. Vous comprendrez ce qu'ils ressentent vraiment, même lorsqu'ils essaient. Ce n'est pas seulement une compétence utile, c'est un outil de survie. Si vous ne pouvez pas lire les gens, vous finirez par tomber dans leur jeu, à réagir impulsivement et à commettre des erreurs qui vous coûteront cher. Mais si vous apprenez à observer, à interpréter et à agir intelligemment, vous aurez un avantage sur 99%. Aujourd'hui, je vais vous donner les outils pour développer cette compétence. Je vais vous montrer comment déchiffrer les véritables intentions de quelqu'un, détecter les manipulations et projeter de la confiance dans n'importe quelle situation. Il ne s'agit pas de lire dans les pensées, il s'agit de lire la réalité avec clarté. Alors, faites attention, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut complètement changer la façon dont vous interagissez avec le monde. Action 1. Apprendre à reconnaître les émotions déguisées. Les gens mentent, tout le temps, pas seulement avec des mots, mais aussi avec des expressions, des gestes, des silences et des changements subtils dans leur ton de voix. Nous vivons dans un monde où la majorité cache ce qu'elle ressent vraiment, que ce soit par peur, honte ou commodité. Certains le font parce qu'ils ne veulent pas se montrer vulnérables, d'autres parce qu'ils cherchent à manipuler, et quelques-uns parce qu'ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Mais si tu apprends à voir au-delà des apparences, si tu entraînes ta capacité à détecter les émotions déguisées, tu vas développer un énorme avantage sur les autres. Parce que pendant que les autres tombent dans des pièges émotionnels, tu liras la vérité qui se cache derrière chaque regard, chaque sourire forcé, chaque mot soigneusement choisi pour tromper. Et voici la clé. Les émotions réelles laissent toujours une trace. Tu peux déguiser une émotion, mais tu ne peux pas la faire disparaître complètement. Si quelqu'un dit qu'il va bien mais que sa bouche est tendue, sa mâchoire serrée et son regard évite le tien, il ne va pas bien. Si quelqu'un assure qu'il est calme, mais que sa respiration est irrégulière, ses mains tremblent et sa voix se brise au moment clé, il retient quelque chose. Les émotions déguisées sont comme un feu couvert par une couverture. Aussi fort qu'ils essaient de les cacher, les cendres, la fumée et la chaleur continueront à s'échapper. Et le problème est que la plupart des gens sont si distraits, si pris dans leur propre monde, qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe réellement devant leurs yeux. C'est ainsi qu'ils finissent entourés de personnes fausses, tombant dans des relations toxiques et faisant confiance à ceux qui ne le méritent pas. Mais tu ne peux pas te permettre cela. Si tu veux vraiment comprendre les gens, tu dois t'entraîner à lire ce qui n'est pas dit. Tu dois observer au-delà de la surface et capter les petits détails qui trahissent quelqu'un. Et ce n'est pas une question d'intuition, de magie ou d'un sixième sens. C'est simplement de l'attention et de l'observation. Quand tu parles à quelqu'un, fais attention à la congruence entre ses mots et ses gestes. Dit-il qu'il est heureux, mais ses lèvres se courbent à peine et son rire sonne vide? Il n'est pas heureux. Te dit-il qu'il ne se soucie pas de quelque chose, mais son corps est rigide et sa respiration s'accélère? Il ment. Te dit-il que tout va bien, mais ses épaules sont tombantes et son ton de voix est plat? Il est épuisé émotionnellement. Le langage corporel ne ment pas. Le problème est que la plupart des gens ne prennent pas le temps de voir ces détails. Et si tu ne les vois pas, tu deviens vulnérable. Tu deviens le genre de personne qui croit en de jolis mots et en des promesses vides. Celui qui est surpris quand quelqu'un le trahit. Celui qui se laisse tromper par des discours bien répétés. Mais si tu développes la capacité de voir la vérité derrière les mots, tu ne seras jamais trompé. Entraîne ta perception.
N'écoute pas seulement ce que les gens disent, observe comment ils le disent. Regarde les changements sur leur visage, les poses inconfortables, la tension dans leur mâchoire, la façon dont leurs mains bougent quand ils parlent. Quand quelqu'un ment ou cache quelque chose, son corps le trahit. Cela ne signifie pas que tu dois devenir paranoïaque, ni que tu dois remettre tout le monde en question. Cela signifie que tu dois être conscient de la réalité. Les gens cachent des choses, et si tu n'apprends pas à le voir, tôt ou tard, tu paieras le prix. Alors à partir de maintenant, arrête de prendre tout au pied de la lettre. Ouvre les yeux, fais attention, regarde au-delà de l'évidence. Parce que ceux qui développent cette compétence non seulement évitent d'être trompés, mais commencent aussi à voir le monde tel qu'il est. Et quand tu vois la vérité, tu prends de meilleures décisions. Parce que celui qui sait lire les émotions déguisées sait exactement à qui il a affaire. Action 2. Observez comment leur réaction change sous pression. Le véritable caractère d'une personne ne se voit pas quand tout est calme, mais quand la pression commence à étouffer. N'importe qui peut trouver sécurité, stabilité et même gentillesse lorsque les circonstances lui sont favorables. Mais dès que le stress apparaît, les masques se fissurent et la vérité s'infiltre par les fissures. Sous pression, les gens perdent le contrôle de leurs réponses répétées et montrent leur véritable essence. Ils s'agitent, hésitent, balbutient ou explosent. Certains s'accrochent à des excuses, d'autres déchargent leur frustration sur les autres, tandis que certains s'effondrent à la première difficulté. Lorsque l'environnement n'est plus favorable, chaque personne réagit en fonction de ce qu'elle est vraiment. La plus grande erreur est de juger les autres sur la façon dont ils agissent dans leurs meilleurs jours. Les gens confondent la courtoisie avec la bonté, le calme avec la force, la confiance avec la stabilité émotionnelle. Mais rien de tout cela n'est réel jusqu'à ce que la pression les mette à l'épreuve. Lorsqu'une personne qui se vante de patience s'irrite pour le moindre désagrément, elle démontre que sa patience n'a jamais été authentique. Elle était simplement dans une situation confortable. Lorsqu'une personne qui semble sûre d'elle commence à transpirer, à éviter le contact visuel et à perdre de l'assurance dans sa voix, il est évident que sa confiance était un masque. Lorsqu'une personne qui feint la générosité devient indifférente quand vous ne lui êtes plus utile, elle révèle sa véritable nature. Les réactions sous pression sont la façon la plus précise d'identifier l'authenticité de quelqu'un. La tension est une loupe qui expose chaque faiblesse cachée, chaque mensonge déguisé en vertu. Dans ces moments, il n'y a pas de temps pour agir, seulement pour réagir. Et c'est là que la vérité se montre sans filtre. La maîtrise de cette observation ne consiste pas à provoquer du stress chez les autres, mais à apprendre à détecter comment ils se comportent lorsque la vie le fait pour vous. En temps de crise, certains s'élèvent et d'autres s'enfoncent. Certains s'adaptent et d'autres s'effondrent. Certains assument leurs responsabilités et d'autres cherchent des coupables. La façon dont quelqu'un gère ses erreurs est le reflet de sa maturité. Ceux qui assument la responsabilité et cherchent à apprendre grandissent à chaque faux pas, tandis que ceux qui s'excusent et blâment les autres continuent à répéter les mêmes échecs. La frustration fait de certains de meilleurs stratèges et d'autres des versions pathétiques d'eux-mêmes. Les crises révèlent le véritable niveau de maîtrise de soi. Il y a ceux qui font face aux problèmes avec une clarté mentale et ceux qui perdent les pédales face à la moindre difficulté. Il y a ceux qui maintiennent le respect envers les autres, quelle que soit la pression. Et il y a ceux qui ont besoin de décharger leur frustration sur les autres pour se sentir mieux. Le véritable respect ne se démontre pas en temps de paix, mais dans les moments de plus grande tension. Il y a ceux qui prétendent être gentils quand tout va bien, mais qui laissent sortir leur véritable arrogance quand ils sont frustrés. Il y a ceux qui sont généreux quand ils ont de quoi, mais qui deviennent égoïstes dès qu'ils sentent qu'ils peuvent perdre quelque chose. La façon dont quelqu'un gère la confrontation expose également sa force ou sa fragilité. Certains sont capables d'écouter, d'analyser et de répondre intelligemment.
D'autres deviennent agressifs, se mettent sur la défensive ou recourent à des attaques personnelles pour couvrir leurs faiblesses. Observer ces détails permet de savoir qui mérite confiance et qui ne fait que jouer un rôle. La plupart des gens n'évaluent les autres que dans des situations confortables, sans se rendre compte que la seule chose qui compte est la façon dont ils agissent lorsque tout se complique. Le véritable caractère se forge dans l'adversité. Ceux qui s'effondrent sous la pression n'ont jamais été forts, ils étaient simplement à l'aise. Ceux qui perdent leur calme à chaque défi ne sont pas stables, ils n'ont simplement jamais été mis à l'épreuve. La vie, à un moment donné, expose tout le monde. Le temps est le meilleur juge et les circonstances difficiles sont le seul examen que personne ne peut truquer. Lorsque la pression arrive, chacun montre ce qu'il est vraiment. Ceux qui comprennent cela ne se laisseront jamais tromper. Ceux qui ne le comprennent pas finissent entourés de personnes qui ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Action 3. Capter les changements subtils dans son expression faciale. Le visage d'une personne est un livre ouvert pour celui qui sait le lire. La plupart croient pouvoir cacher ce qu'ils ressentent avec des mots bien choisis et un ton de voix contrôlé. Mais le visage laisse toujours échapper la vérité. Chaque petite contraction musculaire, chaque léger changement de regard, chaque geste éphémère est un indice sur ce qui se passe réellement à l'intérieur. Le problème est que presque personne ne prête attention. Les gens écoutent ce qu'on leur dit, mais ils n'observent pas comment on le leur dit. Ils ignorent les détails qui révèlent l'inconfort, la peur, le mépris ou l'intérêt véritable. Et c'est là qu'ils deviennent vulnérables. Le visage humain est incapable de cacher complètement les émotions car elles se produisent à un niveau instinctif. Lorsqu'une personne ressent de la colère, de la frustration, de la surprise ou de l'insécurité, son cerveau le traite en millisecondes, et avant qu'elle puisse le contrôler, son visage l'a déjà reflété. On appelle cela des micro-expressions. Les micro-expressions sont des réponses automatiques et involontaires qui durent des fractions de secondes, trop rapides pour être falsifiées. Même si quelqu'un essaie de cacher sa réaction, même s'il sait mentir avec des mots, son visage montrera toujours l'émotion réelle avant qu'il puisse la réprimer. Un léger froncement de sourcils avant de répondre calmement indique de la colère ou de l'agacement réprimé. Un bref soulèvement d'un sourcil alors que quelqu'un prétend être d'accord est un signe de scepticisme ou d'incrédulité. Un sourire qui apparaît et disparaît trop rapidement n'est pas un sourire authentique, mais une réponse mécanique sans émotion réelle. Un regard qui se retient un instant avant de s'adoucir indique que la personne a ressenti de la colère, mais l'a cachée. Ces détails se produisent en moins d'une seconde, mais ils sont incontrôlables. Le visage agit avant que l'esprit ait le temps de dissimuler. Ceux qui maîtrisent la lecture des expressions faciales ont un énorme avantage sur les autres. Ils peuvent détecter les mensonges, identifier les émotions cachées et lire la véritable intention d'une personne sans avoir à lui poser de questions. Alors que les autres se contentent de ce qui est dit, ils voient ce qui est réellement ressenti. Apprendre à lire ces changements subtils nécessite de la pratique. Il ne s'agit pas d'analyser chaque petit mouvement d'un visage, mais de développer une observation aiguisée et rapide. Les personnes qui sont trop évidentes dans leur analyse deviennent mal à l'aise, mais celles qui savent le faire naturellement parviennent à extraire des informations sans que personne ne le remarque. Les yeux sont un autre outil de lecture infaillible. Un regard qui dévie au moment précis où quelqu'un répond à une question est un signe d'évasion. Un clignement des yeux plus lent que la normale peut indiquer que quelqu'un est en train de préparer un mensonge avant de le dire. Une dilatation soudaine des pupilles peut signifier de l'intérêt ou de l'excitation, tandis qu'un durcissement de l'expression peut révéler une émotion négative réprimée. Le secret pour capter ces détails n'est pas de se concentrer trop sur une seule expression, mais sur l'ensemble du comportement. Une personne peut détourner le regard pour de nombreuses raisons. Mais si elle le fait juste après qu'on lui a posé une question inconfortable et qu'en plus elle croise les bras et que son ton de voix devient plus sec, alors il y a quelque chose qu'elle ne veut pas révéler. La clé
est de combiner l'observation du visage avec le langage corporel et le ton de voix. Quelqu'un peut dire qu'il n'est pas contrarié, mais si sa mâchoire est tendue et que ses lèvres sont serrées avec force, la vérité est autre. Il peut affirmer qu'il n'a pas peur, mais si sa peau pâlit légèrement et que ses narines se dilatent, son corps a déjà donné la véritable réponse. Les personnes qui ignorent ces signaux deviennent des cibles faciles. Ils font confiance à n'importe qui, croient aux discours bien répétés et finissent entourés de fausseté. Mais ceux qui apprennent à voir au-delà de la surface peuvent comprendre ce qui se passe réellement, même quand personne ne le dit à haute voix. Action 4. Évalue comment il traite les autres. Le véritable caractère d'une personne ne se mesure pas à la façon dont elle te traite, mais à la façon dont elle traite ceux dont elle n'a besoin de rien. N'importe qui peut feindre la courtoisie lorsqu'il obtient un avantage, mais dès qu'il n'y a rien à gagner, l'essence réelle se manifeste. Quelqu'un qui est gentil seulement avec des personnes influentes ou avec celles qui lui sont utiles n'est pas gentil, il est opportuniste. La courtoisie et le respect qu'il montre en surface ne sont qu'une stratégie pour manipuler l'environnement à son avantage. Mais il suffit d'observer comment il interagit avec les autres lorsqu'il n'y a pas de pression sociale pour que tout soit mis en évidence. La façon dont une personne traite les serveurs, les employés, les inconnus ou ceux qui ne peuvent pas se défendre est une fenêtre directe sur sa véritable nature. Si quelqu'un se sent le droit d'humilier, de minimiser ou d'ignorer les autres simplement parce qu'ils sont dans une position de moindre pouvoir, c'est parce qu'au fond, il a toujours été ainsi. La seule différence est que, lorsqu'il est avec toi, il a encore des raisons de se retenir. Ce type de personnes sont dangereuses car elles jouent un double jeu. Elles sont charmantes avec ceux qui peuvent leur offrir quelque chose, mais froides ou cruelles avec ceux qu'elles considèrent comme inférieurs. Aujourd'hui, elles peuvent te traiter bien, mais le jour où tu ne leur seras plus utile, elles te regarderont avec la même indifférence avec laquelle elles regardent ceux qu'elles méprisent maintenant. Observer ces signes permet de détecter à temps les personnes égoïstes, arrogantes ou hypocrites. Peu importe à quel point tu traites bien quelqu'un aujourd'hui, si son traitement envers les autres est impitoyable, ce n'est qu'une question de temps avant que tu te retrouves au même endroit. Mais cette observation ne révèle pas seulement le négatif, elle permet également d'identifier ceux qui sont authentiques dans leur respect et leurs valeurs. Les personnes vraiment intègres ne font pas de distinction entre quelqu'un d'influent et quelqu'un d'inconnu. Leur caractère est le même dans toutes les situations. Les leaders naturels n'humilient pas ceux qui sont en dessous d'eux, ils les inspirent. La véritable force ne se montre pas en s'imposant sur les autres, mais en les élevant sans craindre qu'ils grandissent. Seuls les insécurisés ont besoin de faire sentir les autres petits pour se sentir grands. La façon dont quelqu'un traite son environnement révèle également son niveau de contrôle émotionnel. Les impulsifs se déchargent sur quiconque est à proximité lorsqu'ils sont frustrés. Les arrogants méprisent ceux qu'ils considèrent comme faibles et les manipulateurs ajustent leur attitude en fonction de qui les observe. Rien de tout cela n'arrive par accident. Chaque mot, chaque geste, chaque réaction est une décision. Il n'y a pas d'excuse. Si quelqu'un traite mal les autres de manière récurrente, c'est parce que c'est sa véritable essence. Celui qui comprend ce principe cesse d'être naïf. Il ne tombe plus dans le piège de croire qu'une personne est bonne simplement parce qu'elle le traite bien. Il apprend à lire le panorama complet et ce faisant, se protège des tromperies inutiles. La vie est trop courte pour s'entourer de ceux qui ne valorisent les gens qu'en fonction de ce qu'ils peuvent obtenir d'eux. Observer comment quelqu'un traite les autres permet d'anticiper avec précision quel type de personne il est et s'il vaut la peine de le garder près de soi. Action 5. Utiliser l'effet miroir. Les gens ont confiance en ceux qui leur ressemblent. C'est un principe psychologique simple mais puissant. Lorsqu'une personne perçoit que sa façon de parler, son langage corporel ou son énergie sont reflétés dans une autre personne, elle ressent une connexion instantanée, même sans s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir, et le maîtriser vous donne la capacité d'influencer les interactions sans effort. La plupart des gens le font de manière inconsciente.
Des amis qui ont passé des années ensemble finissent par adopter des expressions similaires. Les couples qui se comprennent parfaitement synchronisent leurs gestes et leur ton de voix sans le planifier. Le cerveau humain associe la similitude à la confiance. Mais la différence entre ceux qui utilisent ce principe naturellement et ceux qui le maîtrisent consciemment est abyssale. Celui qui comprend l'effet miroir peut générer de l'empathie avec n'importe qui, briser les barrières sociales et faire en sorte que les gens se sentent à l'aise sans qu'ils soupçonnent qu'ils sont influencés. Le reflet subtil du langage corporel est la façon la plus efficace d'appliquer cette technique. Lorsqu'une personne croise les bras, incline la tête ou change de posture, imiter ce mouvement naturellement crée un sentiment de connexion immédiate. Mais la clé est de le faire subtilement. Copier de manière évidente semble forcé et provoque le rejet. Cela doit être quelque chose de progressif, naturel, comme si le rythme de la conversation vous guidait. Le ton de la voix et le rythme de la parole jouent également un rôle crucial. Si quelqu'un parle vite et avec énergie, répondre avec la même intensité maintient le flux naturel de la conversation. Si quelqu'un utilise un ton posé et réfléchi, répondre de la même manière renforce le sentiment de compréhension mutuelle. Ce principe est particulièrement utile dans les négociations, les entretiens ou toute situation où la confiance est clé. Lorsqu'une personne sent qu'elle parle à quelqu'un qui la comprend, elle baisse la garde, se détend et est plus susceptible d'être ouverte et honnête. Mais l'effet miroir ne concerne pas seulement la synchronisation du langage corporel et de la voix. Il implique également de comprendre l'état émotionnel de l'autre personne et de le refléter intelligemment. Si quelqu'un est frustré, répondre calmement plutôt qu'agressivement aide à équilibrer l'interaction. Si quelqu'un est excité, répondre avec enthousiasme renforce la connexion. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de comprendre et de s'adapter. L'erreur de beaucoup de gens est d'imposer leur propre rythme et énergie sans tenir compte de l'état mental de l'autre. Cela crée des barrières inutiles. Celui qui maîtrise l'effet miroir s'adapte, coule et fait en sorte que toute conversation se sente naturelle et confortable. Pour appliquer cette technique efficacement, il est important de développer l'observation. Prêtez attention à la posture de l'autre personne, à son ton de voix, à son niveau d'énergie. Si quelqu'un est détendu et parle lentement, imitez ce rythme pour créer une atmosphère de confiance. Si quelqu'un est enthousiaste et énergique, reflétez son énergie pour maintenir le dynamisme de la conversation. Il est également utile de pratiquer avec de petites interactions quotidiennes. Dans les conversations de tous les jours, remarquez comment les gens réagissent lorsque vous reflétez inconsciemment leur langage corporel. Avec le temps, cette compétence devient naturelle et cesse de se sentir comme un effort conscient. Ceux qui ne comprennent pas ce principe ont tendance à créer de la résistance sans s'en rendre compte. Ce sont ceux qui parlent trop vite à quelqu'un qui a besoin de temps pour traiter l'information. Ce sont ceux qui maintiennent une posture fermée lorsque l'autre personne cherche l'ouverture. Ce sont ceux qui forcent une attitude dominante lorsque la situation exige de la patience. La déconnexion se produit lorsque l'on ignore l'accord de l'autre. L'effet miroir n'est pas seulement une technique, mais un outil pour améliorer la qualité de toute interaction. Le comprendre et l'appliquer intelligemment permet de créer des liens plus solides, de faciliter les accords et de faire en sorte que la communication coule naturellement. Savoir se connecter avec les autres à ce niveau n'est pas un tour de passe-passe social. C'est un avantage qui se reflète dans tous les domaines de la vie. Action 6. Découvrez quand quelqu'un agit ou est authentique. Les gens peuvent mentir avec des mots, ils peuvent déguiser leurs intentions avec des gestes répétés et ils peuvent projeter une image qui n'a rien à voir avec ce qu'ils sont vraiment. Mais la vérité, tôt ou tard, se fait toujours jour. Apprendre à distinguer entre quelqu'un d'authentique et quelqu'un qui joue simplement un rôle est l'une des compétences les plus importantes pour éviter les tromperies, les manipulations et les déceptions. Les signes sont partout, mais la plupart des gens ne les voient pas. Non pas parce qu'ils sont difficiles à détecter,
mais parce que les gens choisissent de croire ce qui leur convient. Beaucoup préfèrent accepter un mensonge confortable plutôt que de faire face à une vérité inconfortable. Mais ceux qui veulent vraiment comprendre les autres doivent s'entraîner à voir au-delà des apparences. Une personne authentique est cohérente dans sa façon d'agir. Son langage corporel, ses mots et ses émotions sont alignés. Elle n'a pas besoin d'exagérer ou de forcer des réactions. Elle ne cherche pas à impressionner quelqu'un parce que ce qu'elle montre est réel. En revanche, celui qui joue un rôle tombe souvent dans des contradictions. Il dit une chose, mais son corps en exprime une autre. Il sourit, mais ses yeux reflètent une tension. Il parle avec assurance, mais ses gestes révèlent un malaise. Ses histoires changent en fonction de l'audience. Son comportement varie en fonction de qui l'observe. Les imposteurs exagèrent, ils feignent l'intérêt, forcent les émotions et surjouent pour faire une impression spécifique. Un rire trop fort, une réaction trop enthousiaste ou un geste de tristesse qui semble calculé sont des signes que quelque chose ne va pas. Celui qui joue un rôle s'efforce trop parce qu'il sait que ce qu'il projette n'est pas naturel. Un autre signe révélateur est l'incohérence dans le temps. Quelqu'un d'authentique n'a pas besoin de se rappeler quelle version de lui-même il a montré hier. Sa façon d'être est la même dans tous les contextes. En revanche, quelqu'un qui feint doit ajuster son histoire constamment. Un jour, il est gentil et attentionné. Un autre jour, il est froid et distant. Sa personnalité change en fonction de ce qui lui convient à ce moment-là. Les personnes authentiques ne cherchent pas désespérément l'approbation. Ils n'ont pas besoin de validation constante ni de s'efforcer de s'intégrer à tout prix. Ils parlent avec honnêteté, même si cela signifie mettre les autres mal à l'aise. Ils ne modifient pas leur discours pour plaire. Leur identité ne dépend pas de l'opinion des autres. Les faux, en revanche, se façonnent en fonction de la situation. Ils disent ce qu'ils pensent que les autres veulent entendre, changent leur position en fonction du public et ajustent leur moralité en fonction de la commodité. Ils sont experts pour dire la bonne chose, mais leur comportement ne finit jamais par correspondre. Le langage corporel est un autre indicateur. Lorsqu'une personne est authentique, son expression et sa posture sont naturelles. Soyez à l'aise dans votre propre peau. D'un autre côté, celui qui feint a tendance à montrer des signes de tension. Il rit à des moments étranges, évite le contact visuel dans des situations inconfortables ou gesticule plus que nécessaire pour compenser son insécurité. Il ne s'agit pas de juger tout le monde avec paranoïa, mais d'apprendre à remarquer ces modèles. La vie est pleine de personnes qui ne montrent qu'une façade. Ceux qui font confiance aveuglément à n'importe qui finissent par être entourés de fausseté. La clé est d'observer avec patience. Ne vous laissez pas impressionner par ce que quelqu'un dit en un jour, mais par ce qu'il démontre avec le temps. La vérité apparaît toujours dans les petits détails. Une réaction déplacée, une attitude forcée, une histoire qui ne correspond pas. Détecter qui est réel et qui joue simplement un rôle est un avantage que peu de gens ont. Celui qui développe cette compétence ne sera jamais facilement trompé. Action 7. Maîtriser l'art de lire entre les lignes. La plupart des gens écoutent ce qui est dit en surface, mais ne prêtent pas attention à ce qui est réellement communiqué. Les mots peuvent être soigneusement choisis pour dissimuler des intentions, mais il y a toujours quelque chose de plus profond derrière eux. Celui qui n'apprend pas à lire entre les lignes reste vulnérable face aux manipulateurs, aux tromperies et aux demi-vérités. Tout le monde ne dit pas ce qu'il pense vraiment. Beaucoup cachent leurs véritables intentions derrière des phrases ambiguës, des compliments empoisonnés ou des excuses conçues pour dissimuler la réalité. Mais les mots laissent toujours des traces. Dans la façon dont quelqu'un parle, dans ce qu'il omet, dans sa réaction à certains sujets, c'est là que se trouve la vérité que la plupart ne voient pas. Lire entre les lignes ne signifie pas interpréter ce que vous voulez croire, mais analyser avec précision ce que quelqu'un transmet réellement. Ne vous contentez pas des mots, prêtez attention à l'intention derrière eux. Les personnes qui maîtrisent cet art
prêtent attention aux pauses, aux changements de ton de voix, à la manière dont quelqu'un évite certains sujets ou répond par des phrases génériques quand il devrait être direct. Ce qui n'est pas dit est souvent plus important que ce qui est dit. Quand quelqu'un change soudainement de sujet, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il ne veut pas discuter. Quand il donne des réponses vagues ou peu engageantes, c'est parce qu'il veut éviter une vérité inconfortable. Quand il utilise des mots compliqués et ornés, il essaie souvent de dissimuler un mensonge. Les réponses trop parfaites sont souvent un signe que quelque chose est caché. Apprendre à lire entre les lignes est un avantage dans tous les domaines de la vie. Des conversations décontractées aux négociations importantes, comprendre ce qui est réellement communiqué vous permet de prendre de meilleures décisions et de ne pas tomber dans des pièges émotionnels. Mais il ne s'agit pas seulement de détecter les mensonges ou les tromperies, mais aussi de comprendre ce dont les autres ont réellement besoin. Beaucoup de personnes ont du mal à exprimer ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles veulent, mais leurs mots, leurs gestes et leur silence le rendent clair. Quelqu'un peut dire qu'il va bien quand son ton de voix et son langage corporel indiquent le contraire. Il peut nier qu'il est dérangé par quelque chose, mais sa façon d'agir reflète son inconfort. Celui qui maîtrise cette compétence ne se laisse pas emporter par l'émotion du moment. Il écoute attentivement, observe avec patience et analyse avant de réagir. Il ne se laisse pas tromper par de belles paroles, ni manipuler par des discours calculés. Il comprend que la véritable communication ne réside pas dans ce qui est dit ouvertement, mais dans ce qui est caché derrière. Pour développer cette capacité, il faut prêter attention à 3 éléments clés. Le langage non verbal, la façon dont quelqu'un bouge, maintient sa posture et change ses expressions en dit plus que n'importe quel discours. Si les mots disent une chose, mais que le corps en dit une autre, le corps a toujours raison. Le ton de la voix et les pauses, les gens ont tendance à hésiter ou à éviter certains mots quand ils ne veulent pas révéler quelque chose. Un ton trop contrôlé sur un sujet sensible peut indiquer que quelqu'un a répété sa réponse. Les incohérences dans le message, si une histoire change avec le temps, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas. Quand quelqu'un parle avec trop de détails inutiles, il essaie souvent de renforcer un mensonge. Ceux qui ne savent pas lire entre les lignes sont facilement trompés. Ils restent avec la version superficielle des faits, croient en des discours bien structurés sans analyser le fond et font confiance à ceux qui savent manipuler avec des mots. Mais ceux qui prêtent attention aux détails, ceux qui analysent ce qui est réellement communiqué, sont ceux qui voient toujours la vérité avant les autres. Il ne s'agit pas de se méfier de tout le monde, mais d'apprendre à voir la réalité telle qu'elle est. Celui qui écoute intelligemment, celui qui analyse au-delà de l'évident, celui qui comprend ce qui se passe réellement, aura toujours l'avantage. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise et anxieux d'être seul avec vous-même? Ne pouvez-vous pas éviter de saisir votre téléphone, d'allumer la télévision ou de mettre de la musique pour vous distraire? Le stoïcisme apparaît comme un pilier de la sagesse en période d'incertitude et de bruit mental excessif. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 13 enseignements précieux, soigneusement sélectionnés, pour vous aider à cultiver une relation plus profonde et plus authentique avec vous-même. Si c'est votre première fois ici, je vous demande de me soutenir en vous abonnant et en aimant la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir plus de contenu comme celui-ci. Ces mots sont destinés à réconforter l'âme, à rappeler que la distraction est éphémère et que la force est en vous, attendant d'être activée. Que vous ressentiez la pression de la vie moderne ou la solitude, ces enseignements sont là pour vous offrir soutien, motivation et espoir. Mais avant de commencer, j'ai un défi à vous lancer.
rester jusqu'à la fin et ne manquer aucune de ces leçons, car l'une d'elles pourrait être la clé pour changer votre destin à jamais. Commençons. 1. Cultivez une amitié avec vous-même. Je me souviens d'une période difficile de ma vie où tout semblait être contre moi et où j'avais l'impression de n'avoir personne vers qui me tourner. J'étais seul face à mes insécurités et mes doutes. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le pouvoir de cultiver une amitié avec moi-même. Au lieu de chercher du réconfort auprès des autres, j'ai décidé de tourner mon attention vers l'intérieur. J'ai commencé à prendre le temps, chaque jour, de réfléchir et de me taire. Dans ces moments de calme, j'ai commencé à mieux me connaître, à comprendre mes peurs, mes désirs et mes forces. Ce fut un processus lent et parfois douloureux, mais révélateur. Tout comme une amitié avec une autre personne, l'amitié avec moi-même exigeait de la patience, de la compréhension et de l'acceptation. À cette époque, je lisais beaucoup sur le stoïcisme et je suis tombé sur une citation d'Épictète. Le sage veut toujours être avec lui-même. Ces mots sont devenus mon mantra, me rappelant que la paix et le contentement ne viennent pas de sources extérieures, mais d'une profonde compréhension de soi-même. Il y avait des jours où la solitude me paraissait écrasante, mais je l'ai acceptée. J'ai pratiqué des exercices de gratitude, en écrivant les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Cela a amélioré ma vision de la vie et m'a aidé à apprécier mes qualités et mes réalisations. Ma confiance en moi a grandi, mes décisions sont devenues plus claires et j'ai commencé à ressentir une paix intérieure. La force et la résilience que j'ai développées m'ont permis de relever les défis avec un esprit et un cœur plus forts. Aujourd'hui, je peux affirmer avec certitude que la meilleure relation que vous puissiez cultiver est celle avec vous-même. 2. L'importance de la solitude. Je n'ai pas toujours compris l'importance de la solitude. Pendant longtemps, j'ai eu peur d'être seul et j'ai évité ces moments d'isolement. Cependant, au cours d'une phase difficile de ma vie, j'ai appris la vraie valeur de la solitude. Je me souviens d'une nuit où, malgré le fait d'être entouré de monde, je me suis senti incroyablement seul. J'ai décidé de faire une promenade nocturne, seul avec mes pensées. La ville était calme et pendant que je marchais, je réfléchissais à ma vie et à mes expériences. Dans ce calme, j'ai trouvé une clarté que je n'avais jamais connue auparavant. Le stoïcisme m'a appris que la solitude n'est pas quelque chose à craindre, mais à accepter. Étant seul, j'ai pu entendre ma voix intérieure sans distraction. Marc Aurèle a dit « Nulle part, l'homme ne peut trouver une retraite aussi paisible et tranquille que dans l'intimité de son âme. » Ces mots m'ont rappelé que la paix intérieure se trouve en se donnant le temps et l'espace pour la rechercher. J'ai fait de la solitude une pratique régulière. Chaque jour, il consacrait du temps à être seul, à méditer, à lire ou à réfléchir. J'ai trouvé ces moments revitalisants, me permettant de me ressourcer et de voir le monde avec une perspective renouvelée. J'ai appris à apprécier ma propre entreprise en faisant des activités qui me plaisaient et en me connectant plus profondément avec moi-même. La solitude m'a appris à être autonome et à trouver de la force en moi-même, sans avoir besoin de la validation constante des autres. Aujourd'hui, j'apprécie profondément ces moments de solitude qui m'ont permis de grandir, de guérir et de découvrir des parties de moi-même qui autrement seraient restées cachées. Troisièmement, vivre selon le présent. Vivre dans le présent était une leçon difficile à apprendre. J'avais l'habitude de m'inquiéter pour l'avenir et de regretter le passé jusqu'à ce qu'un moment, ma perspective change. Un après-midi, en regardant des enfants jouer dans le parc, j'ai réalisé qu'ils profitaient du moment sans souci. J'ai compris que je pouvais aussi vivre dans le présent, mais je l'avais oublié. J'ai commencé à étudier le stoïcisme et je suis tombé sur une citation de Sénèque. « À mesure que nous retardons la vie, elle s'accélère. » J'ai réfléchi au nombre de fois où j'avais arrêté de profiter du présent à cause de pensées sur le futur ou le passé. J'ai décidé de faire un changement conscient
et de pratiquer la pleine conscience, ou proche. Je me suis consacré à être vraiment présent dans chaque activité quotidienne. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, c'est devenu naturel. J'ai utilisé la technique de respiration consciente, en inspirant profondément et en expirant lentement pour me débarrasser de mes inquiétudes. Cette pratique m'a aidé à m'ancrer dans le présent. J'ai remarqué des changements significatifs, moins de stress et plus de joie dans les petites choses. Après réflexion, j'ai réalisé que de nombreuses inquiétudes n'étaient pas fondées. L'avenir est incertain et le passé ne peut être changé, mais le présent est tout ce que nous avons. En vivant dans le présent, j'ai trouvé la paix intérieure. Chaque instant est un cadeau. Vivre pleinement le présent est la clé d'une vie heureuse et satisfaisante. 4e, contrôle des émotions. Contrôler les émotions est une compétence que j'ai toujours admirée chez les autres, mais que j'ai trouvé difficile à maîtriser. J'avais l'habitude de réagir de manière impulsive aux situations stressantes. Un tournant m'a amené à reprendre le contrôle de mes émotions et à améliorer ma vie. Je me souviens d'un jour au travail où tout allait mal. Un projet échouait, mon patron était bouleversé et la pression montait. J'ai explosé et j'ai laissé la frustration prendre le dessus sur moi. J'avais honte et je savais que je devais mieux gérer mes émotions. J'ai commencé à approfondir la philosophie stoïcienne. Une citation d'Épictète m'a interpellé. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos opinions à leur sujet. J'ai compris que mes réactions émotionnelles étaient causées par la façon dont j'interprétais les événements. J'ai décidé de changer. J'ai pratiqué l'introspection, analysant mes réactions émotionnelles et comprenant que beaucoup étaient des réponses à des pensées irrationnelles ou à des peurs infondées. En prenant conscience de ces schémas, j'ai pu remettre en question et changer ma façon de penser. De plus, j'ai intégré la méditation quotidienne. Passer quelques minutes chaque jour à méditer, à calmer mon esprit et développer une plus grande conscience de mes pensées et de mes émotions. Cette pratique m'a permis d'observer mes émotions sans les juger ni réagir de manière impulsive. J'ai appris à respirer profondément et à réagir de manière plus contrôlée et rationnelle. Au fil du temps, j'ai remarqué une grande différence. Mes relations personnelles se sont améliorées et au travail, j'ai gagné le respect de mes collègues pour rester calme sous pression. Contrôler ses émotions demande de la pratique et de la patience, mais c'est possible. J'ai appris que contrôler mes émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre et les gérer sainement. Si vous sentez que vos émotions sont hors de contrôle, rappelez-vous que vous pouvez changer cela. Grâce à l'introspection, à la méditation et à une pratique constante, vous pouvez développer la capacité de rester calme et clair dans n'importe quelle situation. 5. Pratiquer la résilience émotionnelle. Pratiquer la résilience émotionnelle est une compétence que j'ai acquise pendant les moments les plus difficiles de ma vie. Il y a eu une période où j'avais l'impression que tout était contre moi. J'ai perdu mon travail, une relation importante a pris fin, et j'avais l'impression que mon monde s'effondrait. Un soir, après une dure journée, j'ai décidé de lire un livre sur le stoïcisme. Une citation de Marc Aurèle m'a profondément marqué. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Ces mots m'ont fait réfléchir sur la façon dont j'ai laissé mes pensées négatives dominer ma vie. J'ai décidé de prendre le contrôle et de commencer à pratiquer la résilience émotionnelle. Changer mon état d'esprit a été l'une des premières étapes. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles insurmontables, je les voyais comme des opportunités de croissance. J'ai mis en place une routine quotidienne avec de la méditation et un journal de gratitude. Cela m'a aidé à commencer la journée avec une attitude positive. J'ai également inclus l'exercice physique, découvrant que rester actif était bénéfique pour ma santé émotionnelle. Dans les moments difficiles, j'utilisais la visualisation négative, imaginant les pires scénarios possibles, ceux qui me préparaient mentalement et me faisaient voir que de nombreuses inquiétudes étaient exagérées. Accepter ce que je ne pouvais pas changer et me concentrer sur ce que je pouvais contrôler
m'a libéré émotionnellement. Au fil du temps, ma capacité à gérer le stress s'est considérablement améliorée. Aujourd'hui, je me sens plus fort et capable d'affronter n'importe quel obstacle. Si vous vous sentez vaincu par les circonstances, n'oubliez pas que vous pouvez changer de point de vue et développer une résilience émotionnelle. Sixième, la compassion envers les autres. La compassion envers les autres est une qualité que j'ai toujours appréciée, mais que je n'ai pas toujours pratiquée de manière cohérente. Il fut un temps dans ma vie où j'étais tellement absorbé par mes propres problèmes que je ne prêtais pas attention aux difficultés de ceux qui m'entouraient. Je me souviens d'une époque où un ami proche était confronté à des problèmes personnels et, bien qu'il m'en ait parlé, je ne lui ai pas accordé l'attention qu'il méritait. Un jour, il m'a traité de désespéré et j'ai réalisé à quel point il avait besoin de mon soutien. J'ai ressenti une profonde honte et j'ai décidé de changer d'approche. J'ai commencé à étudier la compassion et comment l'intégrer dans ma vie quotidienne. Une citation d'Épictète disait « N'oubliez pas que d'autres sont également confrontés à leur propre lutte ». Ces mots m'ont rappelé que nous portons tous des fardeaux invisibles. J'ai commencé à pratiquer activement la compassion, en accomplissant quotidiennement des actes de gentillesse, comme écouter attentivement ou offrir de l'aide sans rien attendre en retour. J'ai également pratiqué l'empathie, en essayant de comprendre les points de vue et les sentiments des autres. J'ai appris à être plus patient et compréhensif. La compassion m'a également appris à être plus gentil avec moi-même, à me pardonner mes erreurs et à me traiter avec douceur. Cette compassion envers moi-même était essentielle à mon bien-être émotionnel et m'a permis d'être une source de soutien plus authentique. Sixième, la compassion envers les autres. La compassion envers les autres est une qualité que j'ai toujours appréciée, mais que je n'ai pas toujours pratiquée de manière cohérente. Il fut un temps dans ma vie où j'étais tellement absorbé par mes propres problèmes que je ne prêtais pas attention aux difficultés de ceux qui m'entouraient. Je me souviens d'une époque où un ami proche était confronté à des problèmes personnels et, bien qu'il m'en ait parlé, je ne lui ai pas accordé l'attention qu'il méritait. Un jour, il m'a traité de désespéré et j'ai réalisé à quel point il avait besoin de mon soutien. J'ai ressenti une profonde honte et j'ai décidé de changer d'approche. J'ai commencé à étudier la compassion et comment l'intégrer dans ma vie quotidienne. Une citation d'Épictète disait « N'oubliez pas que d'autres sont également confrontés à leur propre lutte ». Ces mots m'ont rappelé que nous portons tous des fardeaux invisibles. J'ai commencé à pratiquer activement la compassion, en accomplissant quotidiennement des actes de gentillesse, comme écouter attentivement ou offrir de l'aide sans rien attendre en retour. J'ai également pratiqué l'empathie, en essayant de comprendre les points de vue et les sentiments des autres. J'ai appris à être plus patient et compréhensif. La compassion m'a également appris à être plus gentil avec moi-même, à me pardonner mes erreurs et à me traiter avec douceur. Cette compassion envers moi-même était essentielle à mon bien-être émotionnel et m'a permis d'être une source de soutien plus authentique. 7. La dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle est un concept stoïcien qui a transformé ma façon de voir le monde. La première fois que j'ai entendu parler de ce principe, j'étais dans une situation où tout semblait hors de contrôle. À l'aéroport, entouré de voyageurs frustrés, j'ai décidé que je ne voulais pas être victime des circonstances. Je me suis souvenu des enseignements stoïciens sur la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres que nous ne pouvons pas contrôler. Épictète l'a expliqué clairement. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Ces mots m'ont donné une nouvelle perspective sur la façon de relever les défis. Au lieu de laisser la frustration prendre le dessus sur moi, j'ai décidé de me concentrer sur ce que je pouvais contrôler. J'ai porté mon attention sur la façon dont j'ai réagi à la situation. J'ai pris un livre et me suis plongé dans la lecture, transformant une expérience négative en une opportunité d'apprendre et de grandir. Ce petit changement de perspective m'a permis de me sentir plus calme et plus en contrôle.
Depuis, j'ai appliqué la dichotomie du contrôle dans différents aspects de ma vie. J'ai fait une liste mentale des choses qui étaient sous mon contrôle et de celles qui ne l'étaient pas. J'ai réalisé que m'inquiéter de ce que je ne pouvais pas changer ne faisait que me causer un stress inutile. Diriger mon énergie vers ce que je pouvais influencer m'a procuré un sentiment de puissance et de sérénité. Cela a amélioré ma productivité au travail et la qualité de mes relations personnelles. En me concentrant sur ce que je pouvais contrôler, j'ai pu construire des relations plus saines et plus harmonieuses. La dichotomie du contrôle m'a également aidé à gérer le stress et l'anxiété, me rappelant que je peux toujours contrôler ma réponse aux situations. Cette pratique m'a permis de relever des défis avec un esprit plus clair et un cœur plus calme. 8. Le pouvoir de la gratitude. Le pouvoir de la gratitude est l'une des leçons les plus précieuses que j'ai apprises dans ma vie. Il fut un temps où je me concentrais sur ceux qui me manquaient, au lieu d'apprécier ceux que j'avais. Cet état d'esprit négatif a affecté mon bien-être et mon bonheur. Un jour, en lisant les méditations de Marc Aurèle, je suis tombé sur une phrase qui a changé ma perspective. Prenez garde à ne pas être ingrat pour ce que vous avez en cherchant ce qui vous manque. Ces mots m'ont fait réfléchir à tout ce que je tenais pour acquis dans ma vie. J'ai décidé de faire un changement. J'ai commencé un journal de gratitude dans lequel, chaque soir, j'écrivais 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Au début, c'était des choses simples, une conversation avec un ami, une journée ensoleillée, un délicieux repas. Cependant, j'ai vite réalisé qu'il y avait bien plus de raisons d'être reconnaissant que ceux que j'avais imaginés. Cette pratique quotidienne a transformé ma perspective. J'ai commencé à remarquer les petites bénédictions de chaque jour et à me sentir plus content et satisfait. La gratitude a non seulement amélioré mon humeur, mais elle m'a également aidé à construire des relations plus solides et plus significatives. En exprimant ma gratitude aux autres, j'ai vu nos liens s'approfondir. Au lieu de me concentrer sur ceux qui n'allaient pas, j'ai commencé à chercher le positif dans chaque situation. Cela ne signifiait pas ignorer les problèmes, mais reconnaître les opportunités d'apprentissage et de croissance que chaque difficulté apportait. Aujourd'hui, la gratitude fait partie intégrante de ma vie. Cela m'a appris à apprécier le présent et à trouver de la joie dans les choses les plus simples. Si jamais vous vous sentez coincé dans la négativité, je vous encourage à essayer la gratitude. Cela peut sembler un petit changement, mais son impact sur votre vie sera énorme. En pratiquant la gratitude, vous découvrirez une nouvelle source de bonheur et de bien-être qui transformera votre perspective et votre vie. 9. L'importance du silence. L'importance du silence est quelque chose que je n'ai pas toujours apprécié. Dans une société de bruit constant, j'ai rempli chaque instant de distraction. Ce n'est que lors d'une période de surcharge sensorielle que j'ai réalisé à quel point j'avais besoin de silence. Je me souviens d'un après-midi mouvementé où je me sentais épuisé mentalement et émotionnellement. J'ai décidé de me promener dans le parc sans écouteurs, juste avec le son naturel de l'environnement. Sans le bruit constant, mes pensées ont commencé à circuler et j'ai entendu ma voix intérieure plus clairement. Une citation de Zénon de Citium m'a interpellé. Le silence est un espace où l'esprit peut se retrouver. J'ai réalisé que j'avais évité le silence par peur d'affronter mes propres pensées et émotions. J'ai commencé à intégrer des moments de silence dans ma routine quotidienne, que ce soit par la méditation, en m'asseyant tranquillement pendant quelques minutes chaque matin, ou simplement en éteignant tous les appareils. Ces moments sont devenus de précieuses occasions de réfléchir et de se ressourcer. Le silence a également amélioré mes capacités d'écoute, me permettant d'accorder toute mon attention aux conversations et d'améliorer mes relations personnelles et professionnelles. De plus, cela m'a permis d'être plus conscient de mes pensées et de mes émotions, ce qui m'a permis d'acquérir une plus grande clarté et une plus grande tranquillité d'esprit. Un enseignement d'Épictète que j'applique est le suivant.
Tais-toi souvent, mais lorsque tu parles, fais-le pour dire quelque chose de précieux. Aujourd'hui, j'apprécie profondément le pouvoir du silence. Cela m'a appris à trouver la paix au milieu du chaos et à me connecter avec mon être intérieur. Si vous vous sentez submergé par le bruit constant du monde, recherchez le silence, vous trouverez la sagesse et la tranquillité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.